Ok. Alors, on va zoomer un petit peu ensemble. On va regarder un petit peu le programme. Je rappelle que nous avons 5 parties qui ont été faites lors de l'examen. D'accord? Et sur 5 parties, vous allez avoir un examen. Je rappelle que le jour de l'examen, nous avons 4 heures. Donc, 4 heures, c'est pour faire quoi? C'est pour traiter 4 questions de cours et une question problématisée. Je répète, le jour de l'examen, nous avons 4 questions de cours et une question problématisée. Et obligatoirement, les questions de cours vont être relatives à chacune des parties qu'on est en train de travailler. Donc, vous avez eu quand même énormément de chapitres. Il y a quasiment 18 chapitres. D'accord? C'est pas rien, 18 chapitres pour une première année. Chaque chapitre fait entre 30 et 40 pages, plus les cours de vos professeurs, plus les exercices que vous avez dû avoir. C'est beaucoup d'informations. Mais on y va. Nous, on sait que l'économie, c'est la science de la rareté. Donc, c'est ça la chose la plus importante que vous devez comprendre et connaître. C'est que l'économie, c'est la chance de la rareté. Donc, nous sommes sur une étude qui étudie la rareté. C'est quoi la rareté? C'est le fait que les hommes ont des besoins illimités et que les besoins sont limités. Et c'est là toute l'idée. Les besoins illimités des hommes, c'est-à-dire consommer, boire, produire, manger, etc. Et de l'autre côté, la rareté, c'est le fait que la Terre n'est pas pérenne. Ce qui veut dire que si je prends l'étymologie du mot économie, je vois que économie, c'est oikos, oikos nomos. Oikos nomos, c'est quoi en français? D'accord? C'est oikos, c'est la maison, nomos, c'est les règles. Donc, ce sont la science des règles domestiques. Et c'est pour ça que l'économie et l'écologie ont un lien, puisque ça commence toujours par le même préfixe oikos. Donc, si on me pose tout de suite la question sur la problématique, eh bien, évidemment que la problématique cette année pourra être sur la problématique environnementale, écologique, sociale. On en reviendra tout à l'heure quand on aura fini un petit peu ce tour d'horizon sur la question économique. Donc, vous avez 6 parties. Première partie, microéconomique, que vous connaissez. La microéconomie, c'est-à-dire l'épargne, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire la consommation. Tout ça, vous devez connaître. Vous savez qu'un agent économique est producteur, il est aussi consommateur, il est aussi épargnant, il est aussi investisseur. Donc, on a les 4 parties de ce qu'est un agent économique. Donc là, vous devez connaître un minimum votre cours, un minimum les bonnes définitions et un minimum quelques auteurs. D'accord? Donc là, c'est ça. Question 2. Fonctionnement de l'économie de marché. Donc, l'économie de marché, c'est l'économie dite capitaliste. Donc, je vous rappelle que nous avons 3 grands auteurs en économie. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus, mais qui vont se bagarrer, entre guillemets, sur l'idéologie. Il y a la première partie, c'est Adam Smith. Après, il y a les keynésiens. Après, il y a les sociaux. Donc, Adam Smith, qui est représenté par Friedrich Hayek, qui est représenté par Milton Friedman, qui est représenté par la libre circulation des biens et services et des capitaux. Donc, libre marché, donc capitalisme, comme on est en train de voir. Les keynésiens qui sont apparus post-Première Guerre mondiale, post-Seconde Guerre mondiale, et qui nous disent non, attention, il va falloir que l'État intervienne, donc un État très régulateur. Et le troisième, un programme beaucoup plus social où on dit non, il faut que le travail soit bien rémunéré. Et là, ça va être plutôt Karl Marx. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de fonctionnement de l'économie de marché, on doit avoir toujours en tête qu'on a 3 types de fonctionnement. Et là, vous avez un auteur qui instantanément vient dans votre tête, qui apparaît, c'est Richard Musgrave. Richard Musgrave, qu'on va retrouver dans la partie 4 sur la place et le rôle de l'État, qui va nous dire que l'État a 3 rôles à jouer. Il doit être régulateur, il doit être aussi limitateur de marché et aussi interventionniste. Donc l'État va représenter les 3 choses. Donc, partie 2, c'est ça. Partie 3, c'est le financement des agents économiques. Alors, si on me pose des questions sur le pronostic, j'ai une sensibilité pour la partie 3. J'ai plusieurs sensibilités, mais la partie 3, le système économique, le système mondial, le système monétaire, mais surtout, on va le voir, c'est la partie 5 avec la tendance de croissance économique, croissance et développement, système financier, système monétaire, commerce international. Alors pourquoi je parle de ça en pronostic? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les sujets sont faits au cours de l'année et qu'au cours de l'année, on a eu des grandes tendances. On a eu le Covid il y a 2 ans, on a eu l'Ukraine, on est toujours dans l'Ukraine, on est toujours dans les guerres, on est toujours dans le système économique et financier. Donc on est dans le système de l'import et de l'export. Donc à mon avis, pour les pronostics, même s'il est 8h10, on est au début de notre révision, on peut tabler sur croissance et développement, on peut tabler sur commerce international, on peut tabler sur le système financier international, un système de mondialisation. Je suis sur ce système. L'année dernière, c'était l'inflation. Si vous aviez vu Fishbane l'année dernière, on avait, on avait tapé dans le mille, on a eu l'inflation, les étudiants ont eu plein de bonnes notes. Et là, cette année, je sens sur une question sur le commerce mondial. Voilà, je le sens, je le sens bien parce que la tendance, elle est très, très bonne. D'accord? Donc, cette tendance qui est bonne, qui est d'un point de vue financier, qui est bonne, d'un point de vue conjoncturel, elle est bonne, d'un point de vue structurel, elle est bonne, tout coïncide.
tout coïncide avec aussi cette petite tendance pour l'intelligence artificielle, pour les nouvelles technologies, pour le Schumpeter, vous voyez, un peu la destruction créatrice, un peu les 5 formes d'innovation, un peu tout ça. Donc, je pense qu'il faut bien réviser la partie 3 et la partie 5 pour les pronostics. Donc, je continue un petit peu sur la partie 3. On sait comment marche le système financier, M1, M2, M3 avec la monnaie, la masse monétaire, la Banque Centrale Européenne, le taux directeur, l'augmentation des taux, ça peut être aussi dedans. Alors, ça aurait pu l'être, mais en cas d'espèce, je ne crois pas, parce que les dernières, c'est déjà tombé, la Banque Centrale Européenne, mais ça reste partie des fondamentaux actuels sur les politiques économiques que mènent les gouvernements, que mène la Banque Centrale Européenne et que mène aussi la Commission européenne concernant les grandes tendances de fluctuation. Rôle des banques, voilà. Rôle 4, partie 4, bon là, vous ne prenez pas la tête, ça tombe. Donc là, ça doit tomber et ça tombera jusqu'à la fin des temps. Le rôle de l'État, c'est-à-dire Richard Musgrave, c'est-à-dire le carré magique de Nicolas Caldor, c'est-à-dire politique conjoncturelle, c'est-à-dire politique budgétaire plus politique monétaire plus le policy mix, ça tombe. Donc là, on ne se prend pas trop la tête. On révise bien Richard Musgrave, on révise bien tout ce qui est politique de l'emploi, politique de chômage, politique du commerce international, politique de croissance. Pas trop de problèmes sur les tendances. On sait que ça va tomber. Il n'y a pas de problème. Vous aurez une question sur comment doit gérer l'État. Est-ce que c'est sur les finances publiques? Est-ce que c'est sur la sécurité sociale? Est-ce que c'est sur la dépense? Est-ce que c'est sur l'endettement? On connaît. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes dessus. Évidemment, intervention économique de l'État. Donc là, c'est le rôle keynésien de l'État, donc il n'y a pas de problème dessus. L'État met de l'argent sur la table et aujourd'hui, on voit aussi que l'État pose problème. L'État dépense beaucoup trop. La Commission européenne est derrière nous. On ne respecte pas le pacte de stabilité et de croissance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, grande tendance aussi sur ça, la politique de l'Union européenne, on connaît, il n'y a pas trop de problème. Partie 5, évidemment, pour moi, on va tomber sur ça. Donc, je le dis dans le mille. Partie 5, croissance et développement. Donc, croissance, augmentation soutenue du PIB. PIB, somme des valeurs ajoutées, plus TVA, plus droits de douane, en subvention à l'exportation, la valeur ajoutée, l'augmentation, les taxes, la fiscalité. On est dedans. On est dedans. Donc là, il faut connaître évidemment ces auteurs. Donc, il faut connaître les cycles économiques. Donc, Juglar, Kitchin, Kuznets et Kondratiev. Ça, c'est obligatoire qu'on doit les connaître. Évidemment qu'on doit connaître la définition de la croissance économique. Évidemment qu'on doit connaître aussi la définition du développement, donc amélioration des conditions de vie sur un long terme. Évidemment qu'on doit connaître les auteurs, donc là on doit connaître tous nos auteurs sur le développement, donc je rappelle que c'est sur le capital, le travail et le progrès technique. Donc si on pose la question quels sont les facteurs de croissance, vous êtes capital, travail, progrès technique. Donc là on envoie les auteurs, Denison, Solo, tous les auteurs que nous connaissons sur la croissance économique. Évidemment, l'autre thème qui va être croissance économique, bah, c'est le développement durable. Ça aussi, ça va tomber. Donc, on est quasiment sûr que ça va tomber, puisque économie circulaire, puisque traitement des déchets, puisque biodiversité, puisque la Terre va mal, donc notre oikos va mal. On se souviendra toujours de cette phrase extraordinaire de notre ami Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Quand Jacques Chirac dit ça il y a plus de 25 ans, quand il dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs, c'est-à-dire notre oikos brûle et nous regardons ailleurs, c'est-à-dire on regarde vers le capitalisme. Donc là, elle est l'idée. Donc, on apprend bien son chapitre sur le développement durable avec le rapport Brundtland, avec deux, trois dates intéressantes, la COP 21 à Paris, etc., etc., etc. Et évidemment, chapitre 14, qui pour moi, ça va être le chapitre qui va trouver les auteurs. Donc, commerce international. Donc là, politique du commerce international, là, il faut connaître. Là, il faut bien connaître la politique du commerce international. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la politique du commerce international? Facile. On connaît Adam Smith, on connaît nos théories. Donc, les théories en faveur du commerce international, donc c'est théorie des avantages absolus Adam Smith, théorie des avantages comparatifs David Ricardo, théorie HOS, Heckscher, Olin Samuelson avec les dotations factorielles. Pour faire extrêmement simple, plus un pays va avoir des ressources en grande quantité, plus il va avoir et obtenir des économies d'échelle, et puis il va exporter à moindre coût. Voilà ce que nous dit la théorie. Et donc, je suis quasiment sûr que c'est sur ça que nous avons tombé. Donc, soit le commerce international, soit le système monétaire international, mais on reste dans l'ordre de la globalisation. Donc, globalisation, mondialisation, internationalisation des biens, services et des capitaux. Voilà la grande tendance pour moi du moment. Donc là, on ne lésine pas du tout sur la partie 4 et la partie 5. Là, vous y allez, vous lisez, il n'y a aucun problème. En avant Guingamp, aucun problème.
Partie 6, je vous déconseille pour une simple et unique raison, c'est que c'est tombé l'année dernière. Donc, on va évidemment connaître la partie 6 parce qu'il faut connaître notre cours, mais ce n'est pas du fondamental. C'est-à-dire que comme c'est tombé l'année dernière, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas remettre deux fois de suite le même thème, ce qui n'aurait pas de sens en l'espèce pour ça non plus. D'accord? Est-ce que c'est bon? Faisons un arrêt 30 secondes, j'attends vos questions. J'attends vos questions sur Twitch. On va aller chercher directement l'anal tout de suite. Euh, et on va réviser un petit peu l'anal et comment on appelle ça, la méthodologie qui est pour nous le plus important. Tiki tchoukou 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 tchou. Hop, 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 hop. On va aller chercher l'anal 2023. On va la faire ensemble. On va faire la méthodologie ensemble. Soyez prêts, puisque ça va commencer dans 2 minutes. Tchoupou 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 tchou. Hop, le sujet, je le télécharge. Hop, je l'ai. Le corrigé, je le télécharge, je l'ai. J'attends vos questions. Alors, on y va. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça va. Ah, je parle vite. Bon, bah, je parle vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je pense que Fishben demain va mettre en place un système où on va pouvoir réviser ensemble. Il est vraiment gentil. Demain, vous allez avoir 3 heures avec moi, demain matin, entre 9h et midi, un live de préparation ultime. Non pas de préparation de méthodologie comme on est en train de faire, mais on va revoir tout ensemble sur les annales et c'est ça qui est le plus important. Alors, euh, économie 5. Donc, je rappelle que bientôt, vous allez tous être dans vos cours et dans vos régions. Et peut-être qu'il y en a qui sont aussi à l'étranger. Vous allez tomber le jour d'examen sur exactement le même format. C'est le même format depuis 20 ans. Ça ne va pas être marqué session 2023, mais ça va être marqué session 2024. Et là, c'est fondamental. Là, c'est fondamental, puisque le jour de l'examen, on a 4 heures, on n'a pas le temps. Donc, qu'on soit clair, net et précis, on n'a pas le temps, donc on va à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de décrypter ce qu'on a face à nous. Donc, le jour de l'examen, est-ce que j'ai 3 questions, 4 questions? On s'en fiche, on aura des questions, ça c'est sûr. Et on aura 2 parties qui vont être face à nous. D'accord? euh, Là, je vais faire la méthodologie. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'être traitées. Je reviendrai dessus tout à l'heure sur le chat. Donc, dans un bon quart d'heure, je reviendrai dessus. Alors, instant méthodologie, on se calme tous, on s'arrête. On va faire des méthodologies pour la question et la méthodologie pour la question problématisée. Donc là, on a face à nous 3 questions. Méthodologie, vous marquez 1, 2, 3, 4, 5. Et je veux que vous marquez maintenant le 1, 2, 3, 4, 5 parce que sinon, on n'est pas bon. Je vous rappelle que le jour d'examen, vous avez 50% des réponses qui sont sur le processus. 50% qui sont sur le processus et sur la méthodologie. D'accord? Alors, je vois le chat, je vais m'arrêter 30 secondes. Toutes vos questions et les pronostics, on le fera à la fin. D'accord? Je vais prendre 20 minutes à la fin. Là, on fait le plus important, c'est-à-dire le processus de la réponse de la méthodologie. Bien. Comment fait-on pour répondre aux questions? Là, je vous rappelle qu'un étudiant sérieux de DCG a passé entre 100 heures et 130 heures à faire de l'économie, ce qui représente 4 heures par semaine sur la totalité de l'année, ou 8 heures si vous êtes en initial par semaine. D'accord? Donc, c'est quelque chose de dense. C'est le thème le plus grand. Ce qui veut dire que les examinateurs attendent de quelque chose de vous de lent. On ne va pas attendre quelque chose de petit. Donc là, chaque question va apporter son lot de réponses. Donc, il faut que ça soit long. Ça, c'est la première chose. Il faut que ça soit long. Non pas long parce qu'il faut écrire, long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui veut dire que l'étudiant, c'est-à-dire vous, vous allez étudier d'un côté la théorie, deuxièmement la pratique. Donc là, on rentre dedans. Comment fait-on pour résoudre la question? Alors, vous allez me noter les 5 points sur lesquels je veux que, obligatoirement, le jour d'examen, vous marquez les 5 points. Donc, ça va être didactique. Premier point, d'accord? Premier point que vous allez faire, c'est un, recontextualiser la question. Recontextualiser la question, c'est-à-dire que vous allez lire les documents. Il y aura plein d'informations que votre cerveau va intégrer de manière consciente et inconsciente. Et vous allez devoir recontextualiser. Donc, premier point, vous recontextualisez, c'est-à-dire vous reformulez la question à travers les documents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous allez définir les termes clés. Définir les termes clés. Donc là, il faut connaître son cours. Troisième point, une fois que j'ai défini les termes clés, je vais utiliser les auteurs. Si je n'ai pas les auteurs, c'est qu'il y a un problème. Quatrième point, j'utilise mes documents. Et là, vous allez devoir chercher dans tous les documents les informations qui sont nécessaires pour l'établissement de vos réponses. S'il n'y a pas
l'établissement des réponses à l'aide des documents, il n'y aura pas les points. Donc, vous ne prenez pas la tête. Vous allez avoir une dizaine d'annexes. Donc, le sujet est assez long. Sur les annexes, vous allez voir qu'il y a plusieurs annexes qui parlent entre elles. Et ben, vous allez devoir croiser les informations pour les justifier. Et dernier point, vous concluez. On a bien le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le jour d'examen, pour chaque partie de la réponse, je veux 1, 2, 3, 4, 5. Je répète. Grand 1, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est facile. Je recontextualise. En 2, qu'est-ce que je fais? Je définis. En 3, qu'est-ce que je fais? Je mets les auteurs. En 4, qu'est-ce que je fais? J'utilise les documents. 5, je conclus. Ishtabar chez Molad, on est bien. On a le 5. Le 5 est un excellent chiffre pour la totalité de la population mondiale, surtout pour ceux qui habitent à Djerba. Donc, nous y allons. Et nous passons un bonjour à tous. Je vois beaucoup de commentaires qui viennent de l'étranger, donc on passe un bonjour à nos amis africains. Je vois beaucoup de Tunisiens, de Djerba, de Gabès, de Nabel. Bonjour à toutes et à tous. Je vois aussi deux amis marocains. On vous salue. Une fois que j'ai dit ça, je vais commencer maintenant à avoir une longueur, puisque j'ai 5 parties dans ma réponse. Donc, je veux à chaque fois, dans chacune des parties, entre 5 et 6 lignes. Ce qui veut dire que je vais obtenir mes 30 lignes. Et donc, mes 30 lignes, je les ai. Et donc, ça me fait un recto. Donc, le jour d'examen, j'ai 3 questions. Bah, je vais avoir 3 feuilles remplies. Ce qui veut dire quasiment une feuille double. Juste pour la partie 1. D'accord? Pour la partie 1. Alors, je vais regarder un peu vos questions, puisque là, je viens de faire la méthodologie. Après, on va voir la correction. Beaucoup de monde sur le chat. Oui, donc pour ceux et celles qui ne comprennent pas, depuis tout à l'heure, je dis que les pronostics, c'était la mondialisation et que c'était les questions du commerce international et des questions sur le système financier international. Donc globalisation, internationalisation et mondialisation. Évidemment qu'il faut sourcer les documents, évidemment. Comment recontextualiser? Bah, recontextualiser, c'est facile, ça veut dire que vous reprenez la question par rapport au document. Donc, si le document il vous parle du Covid, bah, vous parlez du Covid. Si le document il vous parle je sais pas moi, de la finance, vous parlez de la finance. Recontextualiser, c'est-à-dire reprendre la question dans son cours du jour. C'est plus bête que ça. Donc, combien de feuilles doubles pour la partie que je viens de dire? Bah, c'est facile, vous prenez deux feuilles doubles. Une partie de feuilles doubles pour les questions de cours et une partie feuille double pour la question problématisée, ça fait deux feuilles doubles. Voilà. Alors, on y va. Je vois s'il y a encore des questions. Il n'y a pas de questions. Ok, c'est bon. Allez, on y va sur la partie question problématisée. Donc 10 points et 10 points, ne l'oubliez pas, ou 12 points et 8 points, ça dépend des années. Question problématisée. Alors écoutez-moi bien, parce que j'ai encore beaucoup d'étudiants. J'ai encore beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à comprendre que la question problématisée est la suite des questions. Ce qui veut dire que la question problématisée, c'est obligatoirement, d'accord, la suite. Donc n'allez pas m'inventer un cas si on parle de l'Europe et vous allez me chercher l'Angleterre. Non. Si on parle de la France, la question problématisée, ça va être la France. D'accord? Donc, comment fait-on la question problématisée? Vous notez. On va le revoir après dans la correction, mais c'est pareil. Il va y avoir ce qu'on appelle des titres apparents. Retenez bien ce mot, titre apparent. C'est quoi un titre apparent? C'est un titre où vous allez mettre un titre. Donc, titre apparent, c'est recontextualisation. Après définition des termes du sujet, annonce du plan, problématique, annonce du plan. Voilà. Donc, on va avoir deux sous-parties. Sous-partie 1, sous-partie 2. Clair, net, précis. Conclusion, une petite phrase. Pas besoin d'ouverture. D'accord? Donc, l'économie, ça marche avec des titres. Donc, vous allez mettre des titres. Vous allez mettre quatre titres dans l'introduction, des titres dans le développement et des titres à la conclusion. Donc, il faut que le, euh, il faut que l'étudiant, d'accord, fasse un travail normatif, c'est-à-dire un travail pédagogique dans lequel le correcteur comprenne que vous avez compris. Donc, vous allez lui dire grand 1, A, B, grand 2, A et B. D'accord? Phrase d'accroche, non. Il n'y a pas de phrase d'accroche pour la simple et unique raison que, je l'ai dit, que la phrase d'accroche, c'est le cas. D'accord? Même méthodologie que le management. Exactement, bravo. Alors, on y va. Regardez la question, on va la voir ensemble. On va essayer de regarder un petit peu les questions et voir ce qui s'y cache derrière. Question numéro 1, mettre en évidence les mécanismes qui ont induit une hausse générale des prix en France. Donc là, il faut connaître son cours. Donc, c'est quoi les mécanismes?
Bah, évidemment, c'est l'offre et la demande, mais ça serait un peu trop facile. Donc, il faut bien définir c'est quoi l'inflation, augmentation des prix, et comment provient l'inflation, soit une baisse de la production, soit une augmentation de la demande. Donc là, il faut connaître un petit peu son cours, c'est-à-dire l'atomicité du marché, c'est-à-dire la concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire l'inventory secteur des facteurs de production, etc. Question numéro 2, analyser les mesures monétaires prises en place par la BCE. Donc là, la BCE, il faut connaître un petit peu son cours aussi. Banque Centrale Européenne, donc elle a été créée pour gérer l'inflation. Elle a été aussi là pour gérer la masse monétaire, elle a été aussi là pour mettre ce qu'on appelle en place le taux directeur. Donc voilà, vous voyez comment je prends une question, je la décortique. Donc avant d'aller commencer à travailler, vous êtes obligé de bien décortiquer les questions. Question numéro 3, analyser les mesures budgétaires prises par les pouvoirs publics, dont le pouvoir public, vous avez bien compris que c'était Richard Musgrave, donc c'est politique économique, politique budgétaire, politique monétaire, politique structurelle, donc carré magique de Caldor, avec taux de croissance, taux d'inflation, taux de chômage, etc. Donc là, on est parfait. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les introductions, etc. Je vais faire la correction avec, n'ayez pas peur. Là, je finis, il est 8h30, je finis. L'État peut-il intervenir efficacement aujourd'hui pour lutter contre les déséquilibres sociaux? Donc là, on voit plusieurs thèmes apparaître. Donc, premier thème, c'est l'État. Bah, c'est quoi un État? Donc, je suis obligé de définir c'est quoi le rôle de l'État. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'État, c'était quoi et ça va retomber. C'est Keynes, c'est aussi la vision de Smith et c'est aussi la vision de Marx. Les déséquilibres sociaux, donc les déséquilibres économiques, c'est les inégalités. Donc, pouvoir d'achat, donc les inégalités salariales, les inégalités de naissance, les inégalités de nom, les inégalités de traitement. Là, c'est votre cours. Donc là, c'est facile. Je connais. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le cas en lui-même, on s'en fout du cas. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on fait pour résoudre, puisque c'est la partie la plus importante, c'est le processus. Alors, je vais vous mettre la correction qu'on va lire ensemble, le processus. Et là, on va prendre un peu plus de temps. On va lire ensemble un peu plus de temps. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce que vous êtes avec moi? Mettez-moi un petit oui avant de commencer. Je veux un petit oui, s'il vous plaît. Je vois un petit oui sur le chat. Mettez-moi un petit oui tous. Il y a pas mal de oui, c'est bien ça. J'aime quand il y a du oui. Alors là, messieurs, dames, fondamental. Si vous devez retenir une seule chose de la soirée, c'est ça. Vous devez télécharger déjà. La chose la plus importante, c'est l'anal de l'année dernière. Donc, si vous avez des problèmes dans votre vie, eh bien, vous allez télécharger l'anal. Vous aurez déjà moins de problèmes et moins de questions, puisque dans l'anal, la bonne nouvelle, c'est que tout est donné. Donc, si vous voulez avoir une bonne note, bah, vous allez suivre ce que nous demande l'anal. D'accord? Donc, l'anal, elle est extrêmement bien faite et la correction de l'anal, elle est encore bien faite. Question numéro 1, mettre en évidence les mécanismes qui ont induit une hausse générale. Qu'est-ce qu'on nous demande? Hop, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? On recontextualise. Donc, on nous dit quoi dans la recontextualisation? Crise sanitaire, conflit en Ukraine. Donc, ça, c'est ma première partie. Après, qu'est-ce que je fais? Boum! Définition des termes du sujet. Je définis les termes du sujet fondamentaux. Et une fois que j'ai fait le un plus le 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les informations dans les documents. Et c'est là où vous voyez les documents apparaître. Document 1, document 3, document 4. Et vous allez mixer les documents entre eux. Puisqu'on va vous demander de prouver ou de justifier. C'est ce qu'on est en train de faire. On justifie. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est fondamental. Donc, les documents vont vous être donnés. Une fois que les documents vous être donnés, vous allez voir que les documents vont travailler entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre les documents. Donc, moi, de manière structurée, je dois être organisé dans ma tête. Et je dois dire, tiens, le document 1 va avec le document 4. Le document 3 va avec le document 7. Et je les mets ensemble. Cohérence. Cohérence, cohérence, cohérence. Cohérence mentale. Il faut être prêt dans sa tête. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je conclue. Et basta.
Vous voyez, c'est marqué ici pour conclure l'augmentation générale des prix constatée. Nous continuons sur la question numéro 2. Analyser les mesures prises par la politique de la Banque Centrale Européenne. Donc, on nous remet bien ici la recontextualisation. On nous remet bien après la définition donc, de la Banque Centrale Européenne. Après, j'utilise bien mes documents. Oui, j'utilise bien mes documents. Et après, je conclue. Donc, en fin de compte, on est sur quelque chose d'extrêmement normé, extrêmement normatif, extrêmement simple. Si moi, étudiant, j'ai compris qu'il y avait un processus de réponse, même si je ne suis pas très bon en économie, même si je n'ai pas très bien compris à tout, un, 2, 3, 4, 5. Si vous faites le un, 2, 3, 4, 5, comme je l'ai dit, c'est-à-dire je recontextualise, je définis, je mets un auteur, j'utilise les documents, je conclus, basta. Et là, je suis bon. Et là, je suis un étudiant qui est très, 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 très bon. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, les documents, évidemment qu'on va s'en servir, puisque ça va être 95% de notre réponse. Mais dans ces 95% de la réponse, il y a aussi 100% de processus, 100% de méthodologie. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes sur un diplôme d'expertise comptable. Les expertises comptables, c'est un diplôme normatif, normé. Normé, normé, normé. C'est-à-dire qu'il y a un processus de réflexion. Bien. Question numéro 3. Analyser les mesures budgétaires prises par les pouvoirs publics. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nicolas Caldor, le budget, l'État, politique conjoncturelle, politique structurelle, etc. Vous voyez, dans la correction, on vous amène point par point. Donc, même si vous n'êtes pas prêt, ce qui arrive dans la vie, on peut ne pas être prêt parce qu'on n'était pas bien, on était fatigué, on avait des problèmes cette année, je ne sais pas, vous étiez malade, vous devez vous occuper de votre parent, de vos frères et sœurs, il y a eu des maladies, je m'en fous. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous prenez bien cette correction, vous la lisez 3, 4 fois, et vous voyez le processus de réponse qui est exactement la même chose tout le temps, pas de problème. Pas de problème. D'accord. Donc là, on y va. Maintenant, on va prendre la question problématisée, qui est la chose la plus importante pour nous. On y va. Donc là, je prends 30 secondes avant d'y aller, parce que ça va beaucoup vite. Donc vous me posez la question, il faut combien de lignes pour recontextualiser? 5, 6 lignes, c'est bien. Il faut une trentaine de lignes le jour d'examen par question, c'est bien. Entre 20 et 30, c'est très bien. Moins de 20 lignes, c'est pas bien. Bien, on y va. Question problématisée. On passe enfin à la chose la plus importante de l'année. Comment fait-on pour résoudre la méthodologie? Et c'est ça la chose la plus importante, c'est la méthodologie. Donc, vous le voyez, le jour de l'examen, il va falloir mettre des titres. Donc, vous me mettez ces titres. Et le premier titre, ça commence par introduction. On voit ici le mot introduction. Et après, on voit quoi? On a ici après la méthodologie qui est en jaune. Donc, si vous avez des questions sur la méthode, vous reprenez l'anal et vous voyez qu'à chaque fois, dans l'anal, c'est souligné. Pardon, c'est encadré. Bah, c'est cet encadrement qui va être important pour nous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier point? Ben, on recontextualise. Recontextualiser, ça veut dire que je vais faire une synthèse de tout ce que j'ai compris dans le texte en lien avec la problématique. Donc, c'est facile, puisque les éléments sont donnés dans le texte. Donc, je recontextualise, ça veut dire que je remets le goût du jour du texte. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bah, évidemment, hein, évidemment, je fais quoi en deuxième point? Bah, je définis les termes. Donc là, c'est en envers. Évidemment que je définis les termes. Je définis les termes fondamentaux. D'accord? Donc l'État, efficacement, donc c'est-à-dire efficacement, c'est ici une notion de performance, des équilibres sociaux et évidemment une annonce du plan. Donc l'annonce du plan qu'on va mettre dans une autre couleur, comme ça on a 3 couleurs, comme un gâteau
trois couleurs achetées chez Benisti. C'est très important, les gâteaux de chez Kiffolis, maman le kiffe. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Donc, contextualisation, on l'a devant nous. Donc là, c'est la partie en jaune que je vous mets. Donc, je vous donne le premier point, contextualisation. Donc là, c'est fondamental. Donc, on reprend les éléments clés, on reprend les éléments fondamentaux, etc. Une fois que j'ai recontextualisé, ben, je définis les termes du sujet. Donc là, bah, je redonne les définitions. Donc là, évidemment que c'est le rôle de l'État. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec vous, c'est-à-dire Richard Musgrave, Nicolas Caldor, etc. Et évidemment, l'annonce du plan. Alors, je vous laisse quelques instants un peu pour lire quand même, parce que ça va vite. Et arrêtez de parler sur le chat, suivez ce que je dis, arrêtez de parler entre vous, suivez ce que je dis, parce que sinon, la boule au miel avec la Dafina, c'est pas bon. Donc, on se concentre sur la couscous merguez, et là, il n'y aura aucun problème. Donc, concentrons-nous. C'est fondamental. Donc, explication des termes du sujet. Et après, évidemment, dernière partie, je mets en évidence l'intérêt du sujet. Donc, ça veut dire je problématise. OK? Donc, c'est pas très compliqué de faire un 2 3 dans la vie. Et après, j'annonce le plan un 2 3 4. Donc, grand 1, je recontextualise. Grand 2, je définis les termes du sujet. Grand 3, je problématise. Grand 4, je définis l'annonce du plan. C'est tout. C'est tout. Ah, elle n'aime pas la couleur. Bah, c'est pas grave, je m'en fous de la couleur. Le plus important, c'est pas la couleur, c'est que vous allez télécharger la correction. Vous allez sur Fishben, vous lui demandez la correction, il va vous la donner et vous avez juste à relire tout à l'heure. D'accord? Bien. Donc, annonce du plan. Donc là, vous allez devoir dire dans un premier temps, nous verrons que. Dans un deuxième temps, nous verrons que. Alors, on y va. Donc, je vous rappelle que le jour de l'examen, vous êtes obligé de mettre les titres. Donc, vous allez mettre introduction, vous allez mettre recontextualisation, vous allez mettre explication des termes du sujet et vous allez mettre l'intérêt du sujet et l'annonce du plan. Oui, c'est obligatoire de mettre les titres. D'accord? On ne se prend pas la tête. Et après, bah, vous allez prendre. euh, Après, vous allez répondre avec vos questions. Après, vous allez utiliser tous les documents que vous avez eus et vous allez répondre. Donc, grand 1 avec deux sous-parties, grand 2 avec deux sous-parties et basta. Donc, quelque chose de cohérent, quelque chose d'assez agréable, quelque chose de bien. Voilà quelles sont les choses que nous devons connaître pour le jour de l'examen. Avec toujours quelques auteurs, évidemment en connaissant son cours, en connaissant tout ça. Alors, évidemment, la correction, elle est ultra longue. C'est une correction exhaustive, mais le but du jeu n'est pas de refaire la même chose. L'intérêt, c'est de comprendre ce qu'on veut. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je veux que vous me posiez des questions. Donc là, je suis ouvert aux questions. Et envoyez de la question, s'il vous plaît. Alors, concernant vos questions, donc je vois, première question, est-ce qu'il faut écrire les termes introduction? La réponse est oui. Il n'y a aucun problème à ce que vous écriviez dans la marge ou en haut, introduction, recontextualisation, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une réforme il y a 3 ans, et dans cette réforme, on demande aux étudiants de faire la même chose. Si vous ne le mettez pas, ce n'est pas très grave, mais il faut bien voir le 1, 2, 3, 4. Ça, c'est fondamental. Oui, il faut parler des documents dans la dissertation. Alors, écoutez-moi bien, ce n'est plus une dissertation, c'est une question problématisée, ce qui n'a plus rien à voir. Donc, la dissertation, c'est quelque chose qui vient de la tête de l'étudiant, alors que la question problématisée, les réponses sont dans le document. Donc là, vous allez devoir chercher les réponses dans le document pour les extraire et les mettre dans votre réponse. Est-ce qu'il faut mettre intro, développement et conclusion? La réponse est oui. Même si votre prof ne vous l'a pas dit, bah, il faut juste regarder les annales. On regarde l'annale, vous regardez les 3 dernières annales. Et vous avez exactement la même chose. Et même à l'intec, désolé, il faudra dire à votre prof qu'il faut qu'il les mette. Alors, concernant les pronostics, alors j'ai déjà donné des pronostics. J'ai dit que c'était plutôt basé sur le commerce international, tout ce qui était lié à la mondialisation.
et aussi avec une question sur l'économie, l'économie circulaire, l'écologie, tout ça. Libre-échange et protectionnisme, oui. Voilà, à peu près, oui, je dis oui. La méthodologie, c'est 50% des points. Donc, vous pouvez avoir toutes les bonnes réponses. Si vous n'avez pas la bonne méthodologie, ça sert à rien. Si, il faut écrire contextualisation. Je suis désolé, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris, mais il faut l'écrire. Je vais vous remontrer la méthode pour que vous compreniez. Et si c'est la méthode officielle, c'est parce qu'il faut écrire exactement la même chose. Et à l'intec, donc, c'est aussi la même chose. Donc, je suis désolé, depuis 3 ans, si vos professeurs ne font pas ça, bah, c'est qu'ils ont sauté quelque chose. La partie 6 peut-elle tomber en partie 1? Pourquoi pas? Aucun problème. Il faut connaître son cours. Maintenant, je ne pense pas parce que c'est tombé l'année dernière. Les auteurs essentiels, bah, les auteurs, il y en a plein, hein. Donc, ça dépendra des thèmes, ça dépend des chapitres. Voilà, il faut les connaître. Ça serait beaucoup trop long à revenir dessus. Progrès technique, évidemment. Schumpeter, les 5 formes d'innovation, destruction créatrice, l'essaimage, évidemment. Je répète, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent. Ils s'appellent JJ the Reaper. JJ the Reaper, ça va pas, hein? Votre question, elle n'est pas bonne, JJ the Reaper. Vous avez dit, il faut donner des exemples pour mettre en introduction. On ne prend pas d'exemple dans l'introduction, on prend le cas qui est proposé dans l'introduction. Donc, si le cas, c'est la France, vous parlez de la France. Donc, JJ the Reaper, c'est pas bon. Il faut bien comprendre JJ the Reaper, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. On est en train de dire que la question problématisée, c'est la suite logique. Donc, JJ the Reaper, on ne va pas chercher une introduction autre que les documents. Donc, l'introduction, c'est les documents. Non, lors de de l'argumentation, on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions, on raconte une histoire. Donc, sous partie 1, sous partie 2, et vous racontez l'histoire. Est-ce qu'on doit transformer la problématique? Oui, aucun problème. Vous pouvez la reformuler ou la reprendre telle qu'elle, il n'y a aucun problème. Non, mais la mondialisation, c'est très vaste, hein. Ça peut être la mondialisation des biens, des services, des capitaux, ça peut être la compétitivité prix, la compétitivité hors prix, ça peut être plein de choses. Je pense que oui, en dossier un ou 2, on s'en fout. Le plus important, c'est de connaître. Donc, il faut bien connaître le rôle de l'État, il faut bien connaître le rôle des systèmes financiers, le rôle de tout ça. À quel moment on parle d'actualité économique? Jamais. Je ne peux pas faire plus bête. On doit utiliser les documents, ou au mieux, vous pouvez parler de la crise du Covid et de la crise en Ukraine. Voilà ce qu'on doit utiliser. Mais en général, dans les documents, on vous en parlera. C'est mieux d'avoir des auteurs, c'est toujours mieux d'avoir des auteurs. Non, pas d'ouverture dans la conclusion. Ce n'est pas une dissertation, c'est une question problématisée, donc il n'y a pas d'ouverture. Est-ce que ça peut tomber sur chômage ou marché du travail? Je ne crois pas. C'est pas la tendance. Et l'année dernière, on était déjà sur une tendance sociale, donc je ne crois pas que ça ait tombé dessus. Thème endogène, c'est important pour connaître pour l'innovation, oui, mais pas plus que ça. On s'en fout en fait. Votre prof ne nous a jamais parlé de contextualisation. Bah, c'est un vrai problème, ma chère Sunaïm. Bah, déjà, ce que je vous demande de faire, c'est de télécharger sur Fishven la correction. Pas plus bête que ça. Et vous suivez exactement ce qui a marqué au tableau. Donc, introduction, contextualisation. Je répète, c'est quoi la contextualisation? On peut expliquer. Le candidat doit montrer le lien entre l'analyse du dossier documentaire et le sujet qui est traité. C'est pas plus bête que ça. Donc, c'est une belle synthèse de votre étude documentaire. Donc, si vous avez 10 annexes, bah, vous essayez de faire une synthèse des 3, 4, 5 points clés qui ont été mis dans l'annexe. Il n'y a pas d'amorce. Je répète, il n'y a pas d'amorce. L'amorce, c'est des documents. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Quand on parle du développement durable, c'est facile. Bah, le rapport Montland, la COP 21, les dérèglements climatiques, la sécheresse, voilà.
Tu peux nous donner des exemples d'actualité sur le commerce international et la mondialisation? Bah, je sais pas, vous n'avez pas compris qu'il y avait une guerre en Ukraine, par exemple, premier point, qu'il y a une inflation à cause des prix de tout ça, voilà, qu'il y a une guerre entre Israël et Gaza, qu'il y a plusieurs guerres en Afrique, qu'il y a le système économique et monétaire qui a augmenté les taux d'inflation, les taux de banque centrale, voilà. Est-ce qu'on peut détailler la méthodologie des sous-parties? Bah, c'est facile. La méthodologie des sous-parties. Vous faites grand 1 avec première idée, A et B. Donc, dans votre grand A, vous allez développer deux, trois idées courtes. Et dans votre grand B, vous allez développer deux, trois idées courtes. Bon. Quel plan conseillerez-vous de faire pour cette question? La croissance économique est-elle compatible avec le développement durable? Bah, c'est facile. Grand 1, croissance économique, théorie et hauteur de la croissance économique. Et deuxièmement, les bienfaits et les limites de la croissance, du développement durable. Après, vous mettez les auteurs et vous utilisez les documents. Comment trouver un plan? Bah, je sais pas. Il faut prier peut-être. Maintenant, vous trouvez un plan par rapport à vos connaissances et par rapport à ce que vous avez déjà travaillé. C'est quoi les rapports avec les guerres et le commerce international? Bah, quand il y a des guerres, bah, ça augmente ça augmente, les distances. Par exemple, si vous prenez la guerre entre Israël et les pays qui sont frontaliers, dont notamment le Yémen, bah, le Yémen envoie depuis 6 mois des bombes sur Israël et notamment sur les bateaux. Bah, les bateaux, ils prennent plus ce chemin, donc ils vont prendre un autre chemin. Et comme ça, après un autre chemin, bah, les prix vont augmenter. Voilà. Si on copie au mot près les dockers, on est pénalisé. Oui, on ne fait pas de plagiat. On peut mettre entre guillemets les informations. Oui, il n'y a pas d'amorce. C'est simple à comprendre. Une amorce en français, euh, c'est ce qu'on retrouve dans une dissertation, sauf qu'il n'y a pas de dissertation chez nous. Donc, ça s'appelle recontextualisation. Recontextualisation, c'est vous reprenez les éléments clés du document. On peut faire des sous-parties exclusivement basées sur les connaissances économiques personnelles ou on doit se limiter exclusivement aux documents. Ni l'un ni l'autre. Vous prenez et vos documents, et vos auteurs, et votre livre, et vos informations personnelles, et vous mettez la réponse. Moi aussi, je t'aime, Labria. On peut parler de quoi si ça tombe sur la hausse des énergies? Bah, c'est facile, bah, de l'inflation et du futur, l'économie circulaire, les décharges. Doit-on utiliser les théories dans la partie 1? Vous utilisez les théories quand vous voulez, matin, midi et soir, avant de dormir, en intraveineuse ou même en fumant une cigarette. Quand on voit la correction, il faut 6 heures pour faire ça. Ben non, vous avez bien compris que c'est une correction qui est hyper longue. Mais ça veut dire quoi hyper longue? C'est-à-dire que nous, on ne veut pas tout ça. Il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour que les étudiants aient plein d'informations. Et sinon, vous prenez 3, 4 points à chaque fois, c'est tout. Bah, on ne fait pas de plagiat. Voilà. Vous pouvez juste citer les documents, mais vous ne faites pas de plagiat. Vous auriez un exemple d'anal qui est déjà tombé. Bah, venez demain matin. Demain matin, on va faire des annales ensemble. Bon, plus de questions. Je pense que j'ai été clair. Donc, vous me téléchargez la 2023, la 2022 et la 2021 dans les annales, vous les imprimez et vous les regardez bien, puisque tout est donné dedans. Ah, tu sais pas à quel point tu viens de me détendre. Mais évidemment, on est là pour ça. On est là pour ça. Il faut remercier Fishben surtout. C'est un travail extraordinaire pour vous, les étudiants. On ne doit pas servir de tous les docs pour la question problématisée. Non. Les docs, tous les docs, comme son nom l'indique, il y a des docs qui vont parler de plusieurs thèmes, donc tous les thèmes ne sont pas abordés. Tu es notre Yvan Monca. C'est qui? Ça, je regarde. J'espère que c'est pas un fou, hein. Yvan Monca. Enseignant français. Présentation de la chaîne mathématique. Ok, je ne connaissais pas. Ouais, j'espère que c'est un bon prof. C'est surtout ça qui est important. Bah, oui, c'est mon métier, donc ça fait 15 ans que je fais le DSC, donc c'est un peu normal qu'on connaisse bien son métier. Mais c'est très gentil de votre part.
quand même louche que personne n'ait vu cette méthode. C'est pas vrai. Si vous allez dans une école normale ou une bonne école, ou même si vous téléchargez les annales, vous prenez pas la tête. Dans toutes les matières, il faut télécharger les annales. C'est simple la vie. Je répète ce que je dis depuis 15 ans à mes étudiants et j'ai formé plusieurs dizaines de milliers d'étudiants sur le DCG et le DSCG. D'accord? Le DCG ou le DSCG n'est pas fait pour les gens intelligents. C'est fait pour les gens qui respectent un processus. Donc, respecter un processus, ça veut dire respecter une méthode. Respecter une méthode en français, ça veut dire respecter tous les points. Bah, là, on a fait les points ensemble. Voilà. Donc, que ce soit en droit, en compta, en fiscal, en contrôle de gestion management, tout ce que vous voulez. Vous respectez le processus. Et quoi de mieux que de regarder les annales ou de télécharger les fiches sur Fishben. Ouais. DSCG encore des livres avec Fishben, c'est possible, oui. J'ai beaucoup d'étudiants qui font comme ça.